M. Calandini, le directeur du mémorial du débarquement de la libération de Provence et du mémorial des guerres d'Indochine. Donc ce soir, je tiens particulièrement à remercier le général Gritchenko qui nous fait l'honneur de cette conférence, qui a pour thème, je cite, la guerre d'Indochine, une vision historique et contemporaine d'un conflit pour éclairer nos engagements militaires d'aujourd'hui. Pour l'aspect logistique, je remercie beaucoup nos amis du CHEPOM et du musée des troupes de marine qui assurent avec brio cette logistique sans faille. Cette conférence a lieu dans un moment très particulier puisque nous avons réinhumé hier au mémorial des guerres d'Indochine 21 soldats et aviateurs qui sont décédés en mars 1949 dans le crash d'un Junker Ju-52 de modèle Toucan. Voilà. Donc c'est vrai que cette soirée est très particulière, ça prend une tournure un peu, je ne dis pas émotionnelle, mais presque, puisque ça fait un lien très fort entre les deux. Donc hier, Madame Dariussec a procédé à la réanimation de ces 21 corps et a dévoilé une plaque en leur honneur au mémorial des guerres d'Indochine. Donc vous voyez que finalement la guerre d'Indochine produit encore des effets 70 ans plus tard. Au cours de l'histoire, les leçons tactiques ou stratégiques des guerres sont souvent oubliées durant les périodes de guerre, durant les changements de régime, les troubles politiques ou économiques, ou tout simplement parce qu'il y a un déficit d'enseignement et de formation, tant au niveau de la société civile que dans certaines académies militaires. Ainsi, très souvent, malheureusement, les militaires doivent réapprendre certains savoir-faire ou revoir certains concepts qu'ils maîtrisaient 20 ans auparavant. Mais depuis quelques années, le domaine de l'histoire militaire s'est considérablement étoffé. La recherche a fait un bond spectaculaire et des ouvrages de grande qualité sont parus. Ainsi, ces études créent une stimulation intellectuelle très intéressante, ce qui permet d'irriguer non seulement le monde militaire, mais aussi toute la société civile. Et ceci permet de faire face, au moins intellectuellement, à certaines situations stratégiques complexes auxquelles la France est confrontée aujourd'hui. Et je crois que la qualité de ces études vont apparaître au grand jour ce soir, puisque la qualité des ouvrages du général Gritchenko sont reconnus, et je vous recommande par ailleurs, et si vous avez l'occasion, de lire ces livres qui portent sur l'Indochine, sur l'année 54, et sur deux opérations particulières dont le général va nous exposer les tenants et les aboutissants ce soir. Donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée avec une émulation intellectuelle je pense qu'il va être très très intéressante ce soir. Merci à tous et à toutes. Merci. Bon, merci Monsieur Calandini pour ces mots. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le micro fonctionne? Vous m'entendez ou pas? 1, 2. 1, 2. Ah ben voilà. Là, ça va beaucoup mieux, je suis sûr. Donc merci M. Calandini pour ces mots. Sachez que c'est pour moi un très grand honneur que d'être parmi vous, ici à Fréjus, pour évoquer devant vous la guerre d'Indochine. Fréjus est un lieu de mémoire très particulier, comme vient de le dire M. Calandini, avec le mémorial des guerres d'Indochine, où plus de 20 000 de nos compatriotes sont enterrés. Si bien que je me sens presque leur humble et éphémère porte-parole pour, à travers cette courte introduction, nous rappeler cette merveilleuse, fascinante et dramatique aventure que notre pays a vécue là-bas. Je me suis lancé dans la guerre d'Indochine par complicité avec mon père, qui y fit 2 séjours et m'a orienté à pousser mes études lors de mon passage à l'école de guerre pour explorer certains pans de cette histoire demeurée méconnue. Au-delà de la passion que j'ai trouvée à reconstituer le puzzle des événements en me plongeant dans les archives officielles, interviewant des acteurs, lisant de très nombreux livres, je me suis rendu compte que cette guerre occupait une place toute particulière dans notre histoire. On peut l'aborder sous plusieurs angles. La nostalgie de l'honneur, l'aventure au bout du monde,
la mission civilisatrice de la France, la guerre froide, la fidélité à la parole donnée et le sacrifice ultime marqué par la bataille de Dien Bien Phu. Tous ces thèmes, vous les trouverez dans la très abondante littérature qui porte sur cette guerre. Pourtant, l'éclat de Dien Bien Phu a éclipsé beaucoup de choses, laissant le sentiment d'une connaissance parcellaire d'une réalité très complexe. J'ai été frappé lors de mes recherches par le côté contemporain de cette guerre, notamment lorsque j'ai exploité l'abondant rapport Elie, qui traite des enseignements de la guerre d'Indochine. En 4 volumes, plusieurs milliers de réponses à un questionnaire adressé à partir de 1955 aux anciens du corps expéditionnaire ont été synthétisés, ordonnés, parfois censurés, dans le but de produire un document utile à l'armée française pour tirer tous les enseignements de ces presque 10 années de guerre. Ce rapport est en 4 volumes, allant du politique au très technique. Cependant, le premier volume, consacré à la conduite de la guerre, avait, à l'époque de mes recherches, disparu et était introuvable. Il faisait partie de l'intégrale des chercheurs de l'époque sur la guerre d'Indochine. Y aurait-il des choses à cacher? Y aurait-il des réputations à sauver? Et voilà un défi qui ne pouvait qu'émousser l'appétit du jeune commandant que j'étais alors à l'époque. Puis, mes pas ont croisé ceux du regretté Hervé Couto-Bégari, certainement l'un des plus grands stratégistes de sa génération, qui devint mon directeur de recherche jusqu'à ma soutenance de thèse de doctorat en 2003. En plus de ce grade universitaire, j'obtenais une solide connaissance des mécanismes politico-militaires, notamment ceux liés à la conquête et à la pacification d'une province. La suite de ma carrière, qui m'a notamment amené à commander les régiments d'hélicoptères de combat de l'armée de terre à partir de 2012, m'a conduit à m'inspirer de certains de ces mécanismes pour permettre à l'armée française d'aujourd'hui de remplir ses missions sans tomber dans les pièges d'hier. Bien sûr, dans la vie, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on le fait surtout avec ce qu'on est, ce qui fait que les choses ne sont pas figées. Les engagements ne sont pas perdus ni gagnés d'avance. Il faut à chaque fois mettre toute son énergie, son intelligence et sa foi pour réussir. C'est pourquoi lorsque M. Calandini m'a demandé de prononcer cette conférence, je lui ai proposé de ne pas me contenter de suivre une approche historique qui pourrait être faite par un autre intervenant, certainement très hautement qualifié, mais de mettre en écho les faits du passé avec nos besoins d'aujourd'hui. Je sais bien que l'histoire ne bégaye pas, mais au milieu de ce qui est conjoncturel et qui appartient à un lieu et à une époque unique et datée, se trouve un certain nombre d'invariants qui demeurent toujours vrais. Les connaître, c'est s'enrichir, et suivre dans notre domaine les préceptes de Bernard de Chartres, qui, au XIIe siècle, nous rappelait que nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Une allusion à ce que peuvent nous apporter nos maîtres et nos anciens quand nous prenons le temps de connaître, méditer et de nous approprier ce qu'ils ont découvert. C'est un peu cette démarche que je vous propose de suivre à présent. Dans un premier temps, je vais me permettre de replacer la guerre d'Indochine dans son contexte, en vous montrant combien ce drame me semble s'apparenter à une histoire d'amour contrarié. Puis, j'en survolerai rapidement les principaux événements, avant de m'attarder plus longuement sur certains aspects techniques, car vous savez, la guerre est régie par un certain nombre de règles qu'il ne faut pas sous-estimer. S'en affranchir, c'est prendre le risque de ruiner beaucoup de vies pour pas grand-chose. Pour commencer cette présentation de la France en Indochine, je vais aller dans le sens du géographe Yves Lacoste, qui estime que la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Je vais donc vous donner quelques chiffres, en nous plaçant à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et en me permettant de commencer par une grille d'analyse militaire. Alors, l'Union indo-chinoise regroupe 5 États: Cambodge, Laos, Tonkin, Annam et Cochinchine. Bon, pour un militaire, ça veut dire que ça va être compliqué, car il va falloir peut-être répartir les quelques moyens que j'ai dans les différents États, obéir à des exigences, des calendriers et des façons de faire différentes. Bon, aujourd'hui, Barkhane, c'est 7 États. Elle se situe en Extrême-Orient, approximativement
on va prendre la ligne droite parce que ça passait pas en ligne droite, mais 15 000 km de la métropole par bateau. En 40, mon ennemi principal ne va pas être l'Allemand, et les renforts venant de France vont mettre entre 15 jours et 1 mois pour arriver. Je dois donc compter sur moi-même. Elle s'étend sur 740 000 km², soit près d'une fois et demie la surface de la France, sur un relief qui ressemble à celui de la Corse. C'est grand, c'est même très grand, avec une géographie qui avantage outrageusement le défenseur. Elle est peuplée de 23 millions d'habitants d'origines différentes, soit pratiquement la moitié de la population française, auquel s'ajoutent 25 000 Européens. 25 000 Européens pour 23 millions d'habitants, ça fait pratiquement un rapport de 1000 pour 1. Ça veut dire que les Français sont une poignée et que si jamais la situation se passe mal, eh bien, ils ont intérêt à être quand même bien intégrés dans les populations locales. Pour défendre tout ceci, l'Indochine possède une petite armée, environ 50 000 hommes, qui peut être portée à 125 000 hommes en temps de guerre. Bon, mauvaise nouvelle pour les militaires de l'époque, c'est que comme la mère patrie est attaquée, eh bien je cotise à la défense de la France et 15 000 Indochinois et 20 000 travailleurs indochinois quittent l'Indochine au début de la guerre pour rejoindre la France. Complétons cette rapide approche géographique par une approche historique pour comprendre si cette implication en Extrême-Orient est solide et sérieuse ou si elle n'est que le fruit d'un accident éphémère de l'histoire qui sera facile d'oublier. Alors malheureusement, l'approche historique est plus délicate, car souvent biaisée par le prisme du colonialisme ou de la décolonisation, qui nous emprisonne dans un jugement de valeur global. La colonisation, c'est mal, et que soient loués les libérateurs. Sans trop exagérer, la décolonisation est souvent présentée uniquement comme l'avènement de la liberté pour un peuple injustement oppressé par un prédateur beaucoup plus puissant, mû par son seul intérêt égoïste. Cette grille de lecture, qui a été très répandue, a bloqué pendant longtemps la justesse du regard que nous aurions dû porter sur cette période, en offrant la sympathie aux pauvres colonisés et à ses libérateurs, et l'opprobre et le mépris à tous ceux qui étaient dans le camp opposé. Une telle grille de lecture, qui enferme les acteurs dans des catégories morales, ne permet pas de comprendre les faits, car vous vous doutez bien que la réalité est beaucoup plus complexe et nuancée, même si l'on ne peut pas balayer d'un revers de la main les reproches faits à notre pays. La première idée à retenir est que la conquête française a été progressive et certainement souhaitée par les différentes parties. Dans ce genre d'aventure, l'intérêt est toujours partagé. Historiquement, la France n'est restée à la tête de l'Indochine que pendant un petit siècle. Si on prend comme point de départ le débarquement des troupes françaises en 1858 et leur rembarquement en 1955. Certes, cette période s'enracine sur des échanges profonds, tissés depuis le XVIe siècle par les missionnaires, médecins, commerçants, devenus compagnons de combat permettant la naissance de l'État vietnamien au début du XIXe siècle. Amour, puis désamour, puisqu'après la période Jialong, dynastie nguyen, très favorable à la France, s'ensuit le retour du balancier. De violentes répercussions s'abattent sur les communautés religieuses, conduisant l'intervention militaire mi-19e siècle, puis à l'engrenage qui poussa la France à structurer cette région à sa main. Le terme Indochine, qui apparaît en 1888, illustre bien que cette région se situe au confluent de plusieurs influences. Chinoise sur la partie vietnamienne, influence venant de l'Inde pour le Cambodge et du Siam pour le Laos. La situation administrative est plus complexe. Sur 5 États, nous n'avons qu'une seule colonie, la Cochinchine, depuis 1862. Elle est dirigée par un gouverneur et est représentée par un député en métropole. Les 4 autres sont des protectorats, qui ont chacun eu un intérêt à la présence française. Le Cambodge a demandé ce statut dès 1863 pour se sauver des griffes de ses voisins, siamois. Le Laos l'est également depuis 1893, avec toutefois des statuts particuliers pour ses provinces. L'Annam est également un protectorat et bénéficie de la figure prestigieuse de l'empereur, qui conserve un rôle de représentation et d'enracinement. Enfin, le Tonkin est également un protectorat, avec quelques cas particuliers pour les villes de Hanoï et Haïphong.
Je tiens à insister sur la notion de protectorat, qui me semble bien différente de celle de colonie. Une définition juridique précise que le territoire colonisé subit une administration directe et fait partie intégrante de la métropole, tandis que le territoire sous protectorat conserve, du moins sur un plan interne, une relative autonomie. En l'apparence, le protectorat respecte donc l'identité du pays placé sous ce statut. En fait, dans l'Indochine française, c'est le faible qui est venu chercher la protection d'un plus fort, non pas de son plein gré, mais bien pour échapper à ses bourreaux traditionnels, quitte à abandonner une partie de sa souveraineté. Il s'agit pour lui d'une opportunité historique, qui lui permet à travers un échange de renoncer à une partie de sa souveraineté pour gagner une sécurité qu'il n'est pas capable d'assurer lui-même. Pour l'imposer, la France est alors passée en force, non vis-à-vis des faibles, mais vis-à-vis des forts. Elle modifie les frontières du Cambodge avec le Siam, quitte à créer un contentieux avec ce dernier, mais dans le but affiché de protéger la population cambodgienne, placée désormais sous sa protection. Quant à la Chine, elle n'accepte de reconnaître le protectorat de la France sur l'Annam et le Tonkin qu'à la suite de la guerre franco-chinoise de 1884-1885, qui permit aux populations du Tonkin et de l'Annam de sortir de l'orbite chinoise, chose qu'elles auraient été incapables de faire par elles-mêmes. Le protectorat impose donc un nouvel équilibre régional, sans supprimer pour autant les convoitises ancestrales ni les forces opposées. Il les neutralise temporairement, conférant de lourdes responsabilités au protecteur, qui sait que sa faiblesse pourrait entraîner un retour à l'ordre ancien avec le retour des convoitises. Le protecteur doit donc assumer son rôle dans la durée, tandis que l'État protégé n'est pas capable de le faire lui-même, allant même jusque parfois épouser ses querelles et en servir sa politique. C'est à mon sens un axe politique très fort qui a structuré l'attitude de la France dans cette région. Car bien sûr, les tombées en termes de rang et de prestige étaient très importantes, mais le protectorat est avant tout une structure politique avant d'être un instrument de conquête économique. Je me permets d'insister sur cette notion pour apporter un autre éclairage par rapport au prisme qui n'a vu dans l'aventure coloniale que des motivations économiques et expansionnistes. Si on ne reste que sur ce prisme économique, alors on ne comprend pas l'entêtement de la France à maintenir sa présence au titre de la fidélité à la parole donnée. En Indochine, la France s'est retrouvée au milieu d'une zone très convoitée sur laquelle s'exerçaient de multiples pressions. Jeu ancestral de la Chine, qui considère ces régions comme appartenant à son espace naturel. Jeu conjoncturel du Japon, qui, entraîné depuis 1936 dans la conquête de la Chine, a besoin de couper la route logistique de l'armée du maréchal Chiang Kai-shek, qui recevait pas moins de 11 000 tonnes de ravitaillement, essence, munitions, armement, tous les mois, à partir de la voie ferrée partant de Haiphong. Et enfin, jeu du Siam, qui veut récupérer les territoires sur la rive gauche du Mékong. Lorsque la France est battue en 1940 par l'Allemagne, les cartes sont rebattues, et ce ne sont pas les troupes françaises et indigènes déployées en Indochine qui pourront défendre les intérêts de la France face à un Japon conquérant et une Thaïlande revancharde. Entre-temps, Siam, le coup d'État, est passé Thaïlande. Le masque tombe lors de la guerre franco-thaïlandaise de 1940-1941. En juin 1940, au pire moment, alors que la France est anéantie par la défaite face à l'Allemagne et l'agression italienne, le Japon prend ses aises au Tonkin et la Thaïlande attaque l'Indochine pour récupérer ses provinces perdues au début du siècle. Les combats sont très violents au sol et la situation militaire est sauvée par une très belle victoire de la marine française qui, par un raid audacieux, détruit un tiers de la marine thaïlandaise à la bataille de Ko Chang, le 17 janvier 1941. Mais le conflit s'achève par l'intervention politique japonaise qui contraint la France à céder les provinces convoitées, traité de Tokyo de 1941, et à perdre plus de 60 000 km² pris sur le Cambodge et le Laos, avec plus de 400 000 habitants. Ces territoires seront cependant rétrocédés après la fin de la Seconde Guerre mondiale. On peut trouver un second exemple de cette remanence des données géopolitiques profondes à travers la capitulation japonaise du 2 septembre 1945. Au terme de l'accord de Potsdam, l'Indochine est divisée en deux parties, de part et d'autre du 16e parallèle. Au sud de cette ligne,
l'armée impériale japonaise se rend à l'armée britannique. Au nord, elle se rend à l'armée chinoise. La France est donc juridiquement balayée de l'Indochine par ses alliés, qui ont profité de sa faiblesse temporaire pour l'évincer de cette partie du monde. Mauvaise nouvelle pour le général de Gaulle, qui décide un retour en force, mais mauvaise nouvelle aussi pour Ho Chi Minh, qui voit son pays retomber dans l'orbite chinoise, à moins qu'il ne réussisse à trouver d'autres forces permettant d'écarter les Chinois. Il verra donc dans le retour de la France une bonne occasion à exploiter, quitte à faire quelques compromis. On lui prête la phrase savoureuse, excusez-moi, c'est dans le texte, qu'il vaut mieux respirer la merde des Français pendant 10 ans que celle des Chinois pendant 1000 ans. Ces deux exemples illustrent le fait que quand on décide une intervention militaire, on s'inscrit dans un rapport de force local et historique qui a structuré, jusqu'à notre venue, la relation entre les différents protagonistes. Notre arrivée bouscule l'équilibre des forces. Elle génère des effets immédiats qui sont recherchés, sur lesquels on va capitaliser. Mais elle génère également des effets secondaires qui, avec le temps, pourront devenir très préjudiciables. Notre venue suscite des réactions, attisant plus ou moins d'intérêt, qui pourront nous permettre de bénéficier d'alliés qui voudront bien faire un bout de chemin avec nous. À nous de savoir les utiliser, de comprendre leur but, sans nous bercer d'illusions. Cette approche permet d'établir une cartographie des acteurs. Nous devons identifier nos ennemis, c'est-à-dire ceux qui veulent notre mort. Mais nous devons distinguer nos adversaires, c'est-à-dire tous ceux qui ne nous aideront pas à réussir, car ce n'est pas leur intérêt. Bien entendu, nous ne devons pas oublier d'identifier nos concurrents, c'est-à-dire tous ceux qui veulent atteindre leur but avant nous, pour à terme nous évincer. Enfin, nous devons savoir sur qui compter parmi nos alliés, plus ou moins fidèles. Lors de la guerre d'Indochine, le Viet Minh était notre ennemi. Il était renforcé de ses alliés idéologiques, parmi lesquels malheureusement se trouvaient certains compatriotes en France ou en Indochine. La classe politique vietnamienne constituait une partie de nos adversaires. Nos alliés américains et même britanniques se placèrent souvent en concurrents. Quant à nos alliés, nous sûmes les trouver parmi nos frères d'armes de l'armée vietnamienne, dont certains se battirent avec tant de bravoure. Je ne vous cache pas que nous tentons de suivre une approche similaire, quoique non formulée de la sorte, dans nos conflits d'aujourd'hui. Après cette longue présentation, je vous propose de rentrer un peu plus dans la chronologie pour effectuer un rapide survol de la guerre d'Indochine afin de comprendre les points que nous mettrons en avant dans ma troisième partie. Alors, borner un événement par des limites temporelles ou géographiques est toujours compliqué et réducteur, car toutes ces données interagissent en permanence. Ainsi, savoir quand démarre réellement la guerre d'Indochine est une véritable gageure. Au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine est très isolée et très convoitée. Tout d'abord, l'affaire de Lang Son, septembre-décembre 1940. L'affaire éclate avec les Japonais à la frontière de la Chine, à Lang Son. Le 22 septembre 1940, les troupes attaquent les troupes françaises sur 70 km de frontière pour les déloger de leur position. Le conflit dure 3 jours, les pertes sont importantes de part et d'autre, et déjà, la RC-4 entre tristement dans l'histoire. Une seconde attaque permet aux Japonais de s'emparer du port et des installations portuaires de Haiphong. La sortie de cette crise est politique. Le gouvernement japonais fait passer les Français sous ses fourches codines, mais se met en place un respect réciproque. Les Français ont compris qu'ils n'ont aucun intérêt à s'opposer par la force aux Japonais. Réciproquement, les Japonais se sont heurtés à des défenses organisées, certes perfectibles, mais qui leur ont montré qu'il y aurait un coût militaire à accepter de payer pour se débarrasser des Français. Donc, se met en place un système de cohabitation où tout se passera bien pour les Français tant qu'ils seront dociles. Point moins connu, dans le sillage des Japonais s'installe un noyau insurrectionnel d'1 millier d'hommes qui pensaient pouvoir installer un maquis et une structure permettant d'organiser une opposition armée à la présence française. Ils sont traqués, débusqués et anéantis par les troupes françaises à la fin de l'année 1940. Ce sursaut militaire
montre la fidélité des troupes indigènes et rend confiance à la population. Deuxième coup de projecteur, le conflit thaïlandais, donc de septembre 40 à janvier 41. Je ne reviens pas sur ce conflit, mais retenons qu'en même temps, une très importante agitation révolutionnaire se déploie en Cochinchine, qui se traduit par une vague de violence, suivie d'une reprise en main par les troupes engagées en opération de maintien de l'ordre et de répression. Plus de 3800 émeutiers sont déférés devant la cour martiale de Saigon, qui prononce une cinquantaine de condamnations à mort et une soixantaine de condamnations à travaux forcés à perpétuité. Le système français plie, résiste et se maintient, car ce sont les seules manifestations hostiles recensées pendant la période de la guerre. Alors s'installe ensuite la période de la cohabitation franco-japonaise. Le 28 juillet 41, les Japonais, en échange, je cite, de respecter les droits et intérêts de la France en Extrême-Orient, ainsi que l'intégralité territoriale de l'Union, exigent qu'il lui soit accordé sur le territoire de l'Indochine, entre autres, j'en ai retenu 3, mais il y en a beaucoup plus, la présence de 40 000 hommes de l'armée de terre, des forces navales et aériennes, l'utilisation de 8 bases aériennes et de 2 bases navales, et la libre circulation et la possibilité d'exécuter des manœuvres. À Vichy, le gouvernement français doit s'incliner devant cet ultimatum. Un accord est signé le 29 juillet 1941 qui retient le principe d'une défense commune de l'Indochine. En acceptant ce compromis, la France sauve le maintien de son administration et l'apparence du pouvoir. Quand le conflit éclate avec les Américains, début décembre 1941, ce sont 83 000 soldats japonais, 650 avions et 270 chars qui stationnent en Indochine. L'Indochine devient un lieu de stationnement et de transit des troupes et non un pays occupé. Alors, il y a une période très intéressante de cette guerre d'Indochine, c'est la façon dont l'administration, le gouvernement général français a géré la période d'autarcie et la période délicate du compromis avec les Japonais. Donc beaucoup de choses ont été faites. Un déploiement d'ouverture de l'administration au cadre indo-chinois, une grande politique de mise en valeur des terres, grande politique de jeunesse et des sports, et il faut avouer que le slogan « Travail, famille, patrie » a eu un écho excessivement favorable dans la population locale qui a retrouvé ses valeurs. Donc c'est un petit peu une période attachante, paradoxale, où au milieu de la guerre, eh bien, on aura cette Indochine qui va survivre. Alors, sur le plan intérieur, l'amiral Despoux, il reste ferme. Je crois qu'on est sur le diapo suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc vous voyez la situation au milieu de l'Empire nippon, où se trouve l'Indochine, eh bien elle est incluse en nous. Sa vigilance et sa résistance furent de tous les instants à la hauteur de ses responsabilités. Donc c'est l'amiral Despoux, le patron. La seule résistance réelle et possible était la sienne. Les appels de Londres à la résistance n'étaient que suicidaires et catastrophiques pour l'avenir de la Fédération. Ils donneraient aux Japonais le prétexte de prendre entièrement l'Indochine et d'éliminer tous les Blancs. Cette carte de l'expansion japonaise l'illustre bien. Seule la résistance personnelle de l'amiral Despoux mettait le pays à l'abri de toutes les convoitises nippones. C'est pour cela que le modus vivendi avec les Japonais sera respecté, tous les accords, rien que les accords. Certes, les services de renseignement terre et air-mer continuaient à donner aux Alliés des renseignements importants. Vous comprenez bien que cette attitude de collaboration apparente n'était pas appréciée des milieux gaullistes, qui auraient préféré une résistance plus ferme. Après la libération de Paris, le général de Gaulle est le chef du gouvernement provisoire de la République française. Il lui importe de s'imposer parmi les vainqueurs et donc de quitter cette attitude de prudence. Il nomme le général Mordant à la tête de la résistance et délégué du gouvernement provisoire ayant autorité sur l'amiral Despoux. Les réseaux de résistance passent alors à l'action avec plus ou moins de réussite, grâce notamment à l'appui des Britanniques, qui effectuent plus de 100 opérations de largage à partir des Indes après des vols très difficiles. Ils fournissent plus de 4000 armes, 4 tonnes d'explosifs et permettent d'infiltrer une soixantaine d'agents.
Dès janvier 1945, à 1300 km à l'est de l'Indochine, les Américains débarquent en force aux Philippines et commencent la reconquête de l'île. Des renseignements précis émanant des services de renseignement français sur l'implication japonaise en Cochinchine et en Annam, transmis aux alliés américains, ont déclenché une opération aéronavale de grande envergure. Il s'agit du raid de la Task Force 38, menée sur Saigon et sur 800 km de côte. Alors, quand on voit les chiffres que je vais vous donner par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, la force se compose de 14 porte-avions, 850 appareils, 7 cuirassés, 4 torpilleurs, 9 croiseurs et 54 destroyers. Le raid a lieu le 12 janvier 1945, juste avant l'arrivée d'un typhon. Les avions larguent plus de 200 tonnes de bombes et coulent 56 bâtiments japonais, dont 6 pétroliers et 8 bâtiments d'escorte, plus 4 bâtiments français, dont malheureusement un croiseur à la mode piquée. 30 autres bâtiments sont endommagés et furent coulés le lendemain par le typhon. 175 avions et hydravions japonais sont détruits, ainsi que les dépôts de carburant. Les Japonais déplorent 15 000 morts parmi les marins. Mais ce raid détruisit une bonne partie des infrastructures du pays, créant une réelle désorganisation de l'État et installant de facto des zones échappant à tout contrôle, très propices à l'établissement de bastions autonomes. De leur côté, les Japonais préparent dès ce moment le désarmement de l'armée française et la mise en place d'un gouvernement pro-japonais apte à mener la lutte contre les Américains. Ça, c'est Saigon sous les bombes. On arrive au coup de force du 9 mars 1945. Le 9 mars, à 19h, l'ambassadeur Matsumoto remet un ultimatum au gouvernement général, amiral de Koo. Toutes les forces françaises doivent être placées sous le commandement unique japonais, ainsi que toutes les installations militaires. Une réponse affirmative est attendue pour 21h. L'amiral de Koo oppose un refus verbal aussitôt, mais annonce une confirmation écrite dans les délais impartis. À 21h30, il est fait prisonnier avec tout son état-major. L'attaque japonaise se lance alors sur toutes les casernes, citadelles, navires et postes frontières. C'est au Tonkin, où les forces françaises étaient les plus nombreuses, que les affrontements majeurs firent le plus de victimes. Des actes de bravoure exceptionnels sont inscrits dans la mémoire des coloniaux, des légionnaires, des marins et des gardes chinois. Relater l'ensemble des opérations demanderait le temps d'un autre exposé, et c'est avec gravité que je vous présente une synthèse la plus objective de ces heures cruciales, où la Fédération indo-chinoise se retrouve prisonnière du Japon. Donc la Saint-Barthélemy du 9 mars 1945 balaye la présence française, l'administration est brisée, l'armée, après des combats sanglants, est prisonnière, seule une brigade du Tonkin mène un combat retardateur et passe en Chine. 12 000 militaires français sont faits prisonniers, 7 000 internés, 5 000 enfermés dans des locaux disciplinaires ou envoyés dans les camps de travaux et de représailles. Tous les Indochinois sont démobilisés. 2700 de nos camarades sont morts au combat, un général, 9 colonels, 20 commandants, 60 capitaines, 91 lieutenants et sous-lieutenants, 690 sous-officiers, la plupart exécutés au sabre, à la baïonnette ou à la pioche, selon les procédés en usage dans l'armée japonaise. Toute l'administration est sous les verrous. L'ensemble des civils français est regroupé dans 9 villes, Hanoï, Haiphong, Vinh, Hue, Turan, Nha Trang, Dalat et Saigon. 10 000 sont concentrés sous surveillance, 2 500 sont internés avec les militaires et 200 civils français sont exécutés au Tonkin et 110 au Laos. Et à partir de ce moment-là, les Japonais se livrent à la défrancisation de l'administration d'Indochine. Ensuite, eh bien, on démarre la chronologie. 12 mars 1945, devant ce vide à Hue, l'empereur Bao'dai proclame l'indépendance du Vietnam, c'est-à-dire celle des 3 Ki, les Ki c'est dans les pays, protectorat d'Annam, du Tonkin et la Cochinchine. Le 18 mars et le 8 avril, le roi du Cambodge et le roi du Laos proclament leur indépendance. Le 17 août, soit 2 jours après la capitulation du Japon, le gouverneur général nippon en Indochine ordonne de transférer la totalité des pouvoirs au souverain et gouvernement du Vietnam, Laos et Cambodge. Le 20 août, le Viet Minh prend le pouvoir à Hanoï et Saigon, et le 25, l'empereur Bao'dai lui transmet les sceaux de l'État. Le 2 septembre, jour de la signature de la capitulation japonaise, le Viet Minh proclame l'indépendance et l'unité du Vietnam. C'est une véritable course de vitesse qui a été gagnée par Ho Chi Minh, aidée par les Japonais, favorisée par les Américains et admise par la communauté internationale. La France ne revient en Indochine que dans les bagages des Anglais à compter du 12 septembre 1945. Alors en France,
les gens n'étaient pas du tout conscients de ce qui s'était passé en Indochine. Et quand ils sont arrivés, eh bien, ils ont été étonnés de voir une telle situation. Mais la situation des Français dès septembre demeure catastrophique. Ils sont toujours internés. Et le 2 septembre, une manifestation à Saigon de plus de 200 000 personnes dégénère en émeutes, pillages et tueries, notamment contre les Français. Le père Tricoire, curé de la cathédrale, est tué sur le parvis de celle-ci. Le calme revient et Lord Mountbatten décide, commandant du théâtre d'opération sud-est asiatique, décide d'autoriser les premiers éléments du CNI à arriver en Indochine pour rétablir l'ordre. Une partie des prisonniers japonais rejoint le maquis et encadre les mouvements anti-français. Les troupes françaises prennent pied péniblement pour en septembre, peu aidées par leurs alliés, que ce soit pour les mouvements ou l'action sur le terrain. Les massacres se poursuivent et une course de vitesse pour empêcher le retour des troupes françaises. Le 3 octobre, le Richelieu triomphant arrive au Cap Saint-Jacques et débarque 1000 hommes du 5e Reich. Le 5, le général Leclerc à Saigon reçoit un accueil triomphal. Il reçoit les pleins pouvoirs militaires pour établir l'ordre sur place, ce qui est fait dans le jour suivant, marquant l'échec de la prise du pouvoir par les cellules vietnamiennes. Il faut conserver de cette période l'image d'un très grand flottement, avec des pics de violence et de sauvagerie absolument incroyables. Ce sont des moments où l'initiative individuelle est possible, mais elle nécessite des chefs qui possèdent un charisme nécessaire pour changer le cours des choses. Alors je vais vous en donner un exemple. Le 15 octobre, à 200 km de Saigon, le Cambodge bascule sans tarder dans la sphère vietnamienne. En effet, le Premier ministre, imposé par les Japonais, veut renverser la royauté pour prendre les rênes du pays afin de rallier le Cambodge au Viet Minh. Le jeune roi Sihanouk dépêche son oncle auprès du général Leclerc pour lui demander aide et assistance, à condition qu'il conserve son indépendance dans l'Union française. Les Anglais acceptent d'aider les Français, mais Leclerc trouve que ça ne va pas assez vite. Il saute dans l'avion, rejoint Phnom Penh, fait convoquer le Premier ministre par l'autorité britannique, lui demande de le suivre et le ramène à Saigon prisonnier. Il le livre à la sûreté, ce qui résout la crise du Cambodge. À 43 ans, le général Leclerc est redevenu un capitaine de cavalerie. C'est un coup de commando presque incroyable, réalisé par un général de corps d'armée en personne et qui mérite de rentrer dans l'histoire. C'est pour ça que je vous le cite. Il note également l'importance des hommes dans l'histoire. Prenez un autre officier, la suite du film sera très différente. Le 15 octobre, les premières troupes arrivent en France. La course de vitesse a été gagnée par la France en Cochinchine. L'indépendance de la colonie et la région des Trois Kits ne s'imposent pas. Le dégagement du sud-ouest chinois est cependant très délicat. Dans la prise de Mito, le montre bien, raid fluvial mené par le commandant Ponchardier, j'ai vu au musée la vitrine consacrée, ils font sans attendre les appuis, bloqués par des barrages routiers, et en fait ils obtiennent le morceau. Ces actions font prendre immédiatement conscience de la nature de cette nouvelle guerre. Le général Compagnon note dans ses carnets de route: pour tous les combattants, nous avons changé de guerre. Jusqu'alors, c'était la guerre en face, désormais c'est la guerre en surface. L'ennemi est partout. Dès la fin octobre, le général Leclerc est convaincu que de toute manière, il sera impossible de restaurer l'ordre ancien. L'idée d'indépendance prend de plus en plus de corps. C'est un facteur important à tenir compte, et il dit: on ne chasse pas des idées avec des balles. C'est une citation bien connue. Alors 46, du mois jusqu'en novembre, est une période de surenchère. Le 6 mars 46, alors que les Chinois tentent un ultime coup de force contre Haiphong, est conclu un accord à Hanoï entre le représentant de la France au Vietnam et au Chine. Par cet accord, la France reconnaît le Vietnam comme un État libre dans le cadre de l'Union française. La principale des demandes des communistes, l'indépendance, n'est pas satisfaite. Le 16 mars 46, les troupes de Leclerc débarquent à Haiphong sous le feu des Chinois. Le 18, elles entrent à Hanoï, dotées les semaines suivantes d'un armement bien supérieur aux besoins de la mission. Le 31 mai, Ho Chi Minh quitte le Vietnam pour aller négocier à Paris. Ça va être des accords de Fontainebleau, etc., la conférence va échouer. Et sur place, eh bien, les rapports entre Dargent-Lieu, le parti civil, l'amiral Dargent-Lieu, et Leclerc s'enveniment. Leclerc ne veut pas la guerre. Il est favorable à des négociations. Le premier, qui est l'autorité politique, tient à appliquer le cadre d'organisation tel que prévu à Alger en 1943 par le gouvernement gaulliste. Et Leclerc est rappelé d'Indochine en juillet. Après l'échec de la conférence de Fontainebleau, à la suite du bombardement d'Haiphong par les Français en novembre,
Ho Chi Minh attaque par surprise le 19 décembre les garnisons du Tonkin et d'Annan. Sans grand succès certes, mais la rupture est consommée et la guerre d'Indochine commence. C'est une seconde Saint-Barthélemy, mais cette fois-ci elle est manquée. À Hanoï, à 20h, 20 à 25 000 militaires Viet Minh attaquent les positions françaises, tenues par 4 500 soldats. L'effet de surprise ne joue pas. Toute la nuit, la situation reste confuse, mais le lendemain matin, les troupes françaises reprennent l'initiative et repoussent les assaillants. De nombreux civils vietnamiens ou eurasiens sont massacrés. 250 civils, français, hommes, femmes et enfants sont prisonniers et amenés en captivité. Le combat de rue s'engage contre les rebelles, qui résistent avec acharnement. La liaison avec les forces extérieures ne se fera que le 7 janvier. Hue est attaqué le même soir et le siège dure jusqu'au 27 janvier. À Nam Dinh, donc le 2e bataillon du 6e RIC tient face à des éléments fanatiques, encadrés par les Japonais. Il sera dégagé après un siège de 87 jours et après une résistance héroïque. Donc nous voilà en guerre. 47, je vais aller très vite maintenant sur le déroulé des opérations, parce que je crois que c'est peut-être une période qui est mieux connue par l'ensemble des personnes. Donc sachez qu'en 47, on a à peu près l'initiative, c'est pour ça que la flèche, les toiles, j'ai mis les toiles bleues là-dessus, eh bien c'est des opérations légales et ceinture qui permettent quand même de porter un coup très dur aux dispositions de combat Viet Minh, puisque vous voyez, 7200 tués, 1000 prisonniers, mais on rate le gouvernement d'Ho Chi Minh et Giap. Donc ça continue. Confronté à la manœuvre de guérilla, le corps expéditionnaire français doit s'adapter à une guerre de type révolutionnaire, sans front, où l'adversaire est partout, parfois paysan le jour et combattant la nuit, frappant ici ou là, disparaissant aussitôt. Les Français en réplique vont mener la guerre des postes. On reviendra dessus. Les postes ne sont pas une invention de la guerre d'Indochine, ils assurent une présence disséminée sur des territoires plus ou moins contrôlés en des endroits stratégiques, au plus près des populations des campagnes, dont il convient d'assurer le soutien, et des milliers de postes sont ainsi édifiés. Tout bascule avec la victoire de Mao en Chine. Le 1er octobre 1949 naît la République populaire de Chine, à Pékin, qui offre aux Viet Minh une profondeur idéologique militaire et une base arrière permettant d'entraîner une armée. Le 13 décembre 1949, les communistes chinois atteignent la frontière du Vietnam pour renforcer le Viet Minh. Dès lors, la guerre d'Indochine s'inscrit dans une logique d'affrontement international par lequel le bloc occidental, et en premier lieu les États-Unis, tente d'endiguer l'expansion du communisme. La guerre de Corée, qui débute le 25 juin 1950, en est une autre manifestation. La Chine soutient ouvertement les mouvements révolutionnaires communistes et devient la base de repli, d'équipement, d'entraînement et d'endoctrinement du Viet Minh. À l'été 1950, l'armée populaire du Vietnam dispose de 29 bataillons d'infanterie et de 6 bataillons dotés de canons et mortiers, entièrement équipés par les Chinois. Son organisation repose sur 3 catégories de combattants, dont les effectifs surpassent largement, en 1953, ceux du corps expéditionnaire. Le Viet Minh justifie les combats qu'il mène par le principe de l'indépendance nationale. Et toute guerre coloniale s'avère indéfendable. Au moment où les États-Unis offrent l'indépendance aux Philippines en 1946, les Britanniques accèdent aux revendications de souveraineté de l'Inde, du Pakistan et de Ceylan en 1947, de la Birmanie en 1948, et les Hollandais à celle de l'Indonésie en 1949. On voit bien que la situation de la France est compliquée. Politiquement, la France va inclure sa manœuvre dans un concept politique, celui de l'Union française, pour montrer qu'on va faire quelque chose de différent. En 1950, eh bien, bataille de la RC4, on dégage le nord, c'est un désastre monumental, puisqu'on perd 7 bataillons, 6500 hommes sur ces combats-là. En 1951, on reprend l'initiative dans le Delta, donc c'est l'époque de l'Âtre, avec les différentes batailles. Ensuite, eh bien, on va aller rapidement sur Hoa Binh, sur Nassan, où on développe un concept de ce qu'on va appeler du camp en tranchée et de hérisson, et puis après on arrive à Dien Bien Phu, mais je n'aborderai pas vraiment Dien Bien Phu, ou peut-être dans les questions si vous voulez. Voilà. Dien Bien Phu, certainement un temps trop loin, vous voyez tous ceux que je vous ai cités, et Dien Bien Phu effectivement qui s'en va assez. Voilà. Je vais maintenant passer à ma troisième partie, qui est celle de comment cette guerre, eh bien, elle nous parle, à nous aujourd'hui, militaires. Alors tout le monde connaît l'expression de Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Ceci est tellement banal
qu'on l'oublie bien souvent. Premier point, les buts de guerre. Savez-vous que les buts de guerre ont été définis pour la France en 1953? Cela veut dire que pendant 7 ans, la France fait la guerre pour des buts qui ont évolué au gré des gouvernements, voire des opportunités politiques. Le but de guerre est fixé par le gouvernement central. Il est connu et sert de ralliement à ceux qui auront à faire des choix. On ne peut se satisfaire, quand on fait la guerre, de grands mots. Liberté, indépendance. Parce que, quelle indépendance? À Dien Bien Phu, les 3 partis se battent pour l'indépendance du Vietnam. Le Viet Minh pour l'indépendance dans la sphère communiste, le corps expéditionnaire pour l'indépendance du Vietnam dans l'Union française, et l'armée vietnamienne pour l'indépendance du Vietnam, qu'on espère tout seul. Voilà. On voit que les grands mots, ils ne suffisent pas. Quand on intervient dans un pays qui a connu la Révolution, quelle situation veut-on rétablir? S'agit-il de l'ordre ancien, celui qui a précédé la crise? Agir ainsi conduira immanquablement à avoir contre soi tous ceux qui ont profité de la crise et du désordre et qui ont les mains sur les commandes. Ne pas répondre à ceci consiste alors à remettre à demain la résolution de la crise, mais alors comment mobiliser les gens pour soi si on remet la solution à demain? Le militaire, il ne peut pas répondre à ces interrogations. Il doit venir appliquer des décisions politiques qui seront favorables à la population s'il veut la rallier. Napoléon a su le faire. Il a intégré dans son projet les vainqueurs et les déçus de la Révolution en utilisant promotion, honneur, richesse et en supprimant les autres. Les contre-révolutionnaires, qu'ils soient vendéens ou russes, ils n'ont pas su le faire. Ils ont voulu restaurer l'ordre ancien et ils sont restés tout seuls. Comme le disait le général Leclerc, donc ce n'est pas avec des armes que l'on se bat contre une idée et un idéal. Avec les buts de guerre découle le projet politique, celui qui permet de conduire l'avenir. On en vient maintenant à la conduite de la guerre. La guerre d'Indochine relevait du ministère des Relations avec les États associés. Ceci montre bien le prisme politique de cette guerre. Pour les militaires, ce n'est pas ce ministère qui va répondre aux grandes questions d'effectifs, envoi du contingent, ou aux problématiques stratégiques, relations avec les alliés, équilibre global de l'engagement militaire. Et pour bien comprendre la marge de manœuvre de la France durant cette période, il faut se remettre dans le contexte sécuritaire global, avec la reconstruction de l'après-guerre, d'un pays ruiné par la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel les tickets de rationnement vont durer jusqu'en décembre 1949, le plan Marshall, l'Auguste de Berlin, donc de juin 1948 à mai 1949, création de l'OTAN en avril 1949, première bombe atomique soviétique en août 1949, création de la RFA en octobre 1949. La France a donc fait en Indochine ce qu'elle pouvait, avec ce dont elle disposait. Beaucoup ont estimé qu'elle s'épuisait en Indochine, alors que son destin s'écrivait en Europe. La conduite de la guerre apparaît parfois lointaine, voire même empreinte d'idéologie et souvent décalée par rapport à la réalité. La France gaulliste n'a jamais pardonné à l'Indochine sa période vichiste. Comme si ce temps devait être fui, avec tout ce qui avait pu être construit à cette époque. Pour l'Indochine, c'est un handicap terrible, qui engendra beaucoup d'incompréhension, conduisant le gouvernement à toujours être en réaction, sans grande idée politique fédératrice et crédible localement. C'est évidemment un travers qui guette notre pays, le parisianisme, avec son besoin de succès immédiat, n'a pas changé. La France voit le monde à partir d'une zone limitée par le périphérique parisien. Les acteurs de contact doivent faire avec, et c'est tout un art pour nous que d'influencer la décision. Ceci explique nos organisations et le processus décisionnel d'aujourd'hui. On peut le regretter, mais il faut reconnaître que la France fonctionne de cette manière depuis Louis XIV. Pour les militaires, ce n'est pas neutre, car cette sphère parisienne constitue la zone arrière de notre zone d'affrontement, zone qui est attaquée par nos ennemis, non pas par la force, mais par l'influence. La défense des arrières passe donc également par une action continue de veille permettant d'allumer des contre-feux nécessaires. L'intégrité du lien entre la zone avant, où sont les troupes, et la zone arrière, où se situe la conduite de la guerre, est une donnée stratégique. Et ceci est toujours d'actualité. Deuxième point, la conquête d'une population menacée. La guerre d'Indochine superpose 2 types de guerres. Un conflit symétrique, que l'on a détaillé dans les combats du corps de bataille, et un conflit insurrectionnel, permanent et quasi omniprésent. L'enjeu de ces guerres
c'est la population. C'est le point qui rend très actuel ce conflit, car nous vivons exactement la même chose en Afghanistan ou au Mali. Comment faire en sorte pour que l'ennemi ne s'y sente pas à l'aise comme un poisson dans l'eau, pour reprendre l'expression de Mao, et comment une armée peut-elle reconquérir une population? Tout d'abord, protéger et reconnaître ses ennemis. Il est clair que pour gagner la population, il faut d'abord la protéger. Pour cela, il faut détruire, voire au pire neutraliser le potentiel de combat de l'adversaire, ainsi que les réseaux et les infrastructures. Tous les jours, les forces doivent se mettre à l'ouvrage pour que l'adversaire ne se réimplante pas de nuit dans ses anciens sanctuaires. Ceci passe donc par un réseau fixe de postes, de tours de garde, d'unités déployées au plus près des gens que l'on veut protéger. Ce maillage est ensuite complété par des missions mobiles et dynamiques, faites de patrouilles, reconnaissance, embuscades, laissées sur l'itinéraire fréquenté par l'ennemi. 2. Affaiblir l'organisation ennemie. Une unité de combat, pour durer, a besoin de zones d'impunité, où elle peut se cacher pour échapper à ses poursuivants en trouvant de la nourriture, de l'eau, de quoi soigner ses blessés, des munitions et de quoi se coordonner avec les autres unités. Il y a donc tout un réseau de caches qui sont mises en place, dans lesquelles les stocks nécessaires sont répartis et qui constituent les zones de refuge après les actions. Cette infrastructure est indispensable, elle constitue une condition nécessaire à toute action subversive. Pour affaiblir l'ennemi, il faut aussi aller porter le fer chez lui et ne pas hésiter à faire des coups de main pour lui montrer que l'impunité n'existe pas et que tout ralliement de la population à l'ennemi ne signifie pas la tranquillité et la fin de la guerre, bien au contraire. Tout ceci nécessite des unités particulières de type commando. Dans ce domaine, la guerre d'Indochine a été particulièrement innovante et je pense que tout le monde conserve en mémoire la figure emblématique de l'adjudant-chef Vandenberg. Donnez-moi 100 Vandenberg et l'Indochine sera sauvée, dira le général de Latte. Ensuite, on va faire un peu de concept là, de rallier et secourir la population. Alors, que représentent mes patates olives? Ça, c'est certainement votre population totale. On a 100% des gens. Et je pense que vous avez 10% des gens qui sont positionnés. Ils sont avec vous. Et vous avez 10% des gens qui sont vraiment contre eux. Il y en a 80% qui sont neutres. L'ennemi, il vous dit, la réalité c'est ça. On est 90% et toi tu n'es que 10% et tu vas disparaître. En fait, ce qu'il faut, c'est agir sur cette organisation. La suivante, s'il vous plaît. C'est que pour vous faire croire ça, l'ennemi, il a tout un réseau d'agents d'influence qui quadrillent la population. Et ce qu'il vous faut, eh bien, c'est comme si on devait injecter des anticorps. Il faut trouver ces agents d'influence. Il faut les éliminer. Et tout le combat que l'on a sur la population, eh bien, si vous voulez, va tourner autour de ces graphiques. Sur la pacification, donc le mécanisme de ralliement constitue le cœur de la pacification. Pour obtenir un ralliement, il faut être attractif, montrer que la cause est juste et faire croire en la victoire. Il ne faut pas oublier que ce choix est quasi irréversible, car le rallier, c'est condamner à mort ou à condamner sa famille à mort vis-à-vis de l'ennemi. La pacification n'admet pas les retours en arrière, les abandons et les changements de politique. Il s'agit donc d'un mode d'action très lourd de conséquences qui demande des garanties politiques solides. Je veux dire qu'on ne doit pas utiliser ce mode d'action si on ne veut pas résoudre définitivement une crise. On ne doit pas jouer avec la vie de ceux qui nous font confiance. Ce point est fondamental. C'est ce qui explique en grande partie l'attitude d'une fraction de l'armée française durant la guerre d'Algérie, qui refusera de trahir une seconde fois ceux qui nous avaient fait confiance. La question clé consiste à savoir comment être sûr de la sincérité du ralliement, ou comment débusquer les agents infiltrés. Lors d'opération Atlante, sur laquelle nous reviendrons, un centre de transit avait été monté pour évaluer la sincérité du ralliement. Au bout du processus, le suspect pouvait être interné, libéré dans la vie civile ou incorporé dans une unité supplétive. Le processus est simple, mais si on se pose la question du comment on fait ça, on se rend compte de toute la complexité de l'affaire. Point clé, assurer l'intégrité et l'exemplarité du système administratif. Le rallié remet sa vie entre les mains de celui qui l'accueille. Il se situe à un moment de fragilité particulier.
Et vous comprenez bien que si le système n'est pas intègre, on peut aboutir à une mise à la disposition de prédateurs d'un gisement rêvé pour n'importe quel profit et trafic, ce qui sera évidemment totalement désastreux. Alors la question est donc la sélection des agents les plus capables, leur formation, leur protection et leur contrôle. Bien sûr, il ne faut pas sous-estimer la question de leur rémunération. Toutes ces questions nous ramènent sur la qualité de l'administration et sa capacité à s'adapter à la situation tactique. Alors, rapidement, je vais vous exposer l'opération Atlante, qui a servi de cadre à une des plus grandes opérations de pacification en 1954 en Indochine. Donc la question est de savoir comment appliquer ces principes généraux, puisque leur mise en œuvre suppose des conditions sécuritaires favorables, et pour les obtenir, il faut s'en donner les moyens. C'est pourquoi la pacification ne pourra jamais remplacer la bataille décisive avec l'ennemi. J'entends par là celle qui crée un choc militaire et psychologique permettant d'obtenir la liberté d'action pour mettre en place les conditions nécessaires et susciter les ralliements. Conquête et pacification sont donc intimement liées, ce sont deux phases de même opération qui reposent sur des mécanismes différents. La conquête nécessite de s'emparer d'une zone, détruire le potentiel de combat de l'ennemi. Elle se situe sur le spectre haut de la violence et nécessite des unités robustes, toutes orientées vers l'action de guerre. Elle suppose des liens très limités avec la population pour des raisons de peur d'un côté, de protection des fluidités d'opération de l'autre. Pour une armée, c'est une partie de l'opération qui se situe dans son domaine d'expertise, dans lequel la notion de front et de champ de bataille existe. La pacification repose sur un temps beaucoup plus long, au cours de laquelle on va chercher à créer beaucoup de liens avec la population pour la rassurer, l'assister, la faire adhérer et en tirer tous les renseignements nécessaires permettant d'extirper l'ennemi de la zone. Il faut leur engager d'autres unités spécialisées qu'il faut recruter, trier et former. Le ralliement de la population nécessite de rester en permanence attractif. Pour cela, l'opération cherche à remettre très rapidement en place une activité économique normale. La restauration du commerce n'est pas un élément de confort qu'on apporte à la population, mais bien un mode d'action important de la reprise en main administrative et politique. Alors, voilà la mission de la situation. Eh bien, vous avez un réduit qui a échappé à l'autorité de Saigon depuis l'autorité française depuis 1945. On est en 1954. Le corps expéditionnaire contrôle à peine les zones bleues. Voilà. Toutes les zones rouges sont contrôlées par le Viet Minh. Donc la mission, c'est de s'emparer de tout ça et de pacifier cette zone. La suivante, s'il vous plaît. L'opération part sur une idée de piston. On pousse le Viet Minh vers le nord et après, par rapport, il y avait un petit bloc à Hue, on va redescendre en fin de phase pour le prendre en tenaille. Première phase, c'est Aréthuse. Deuxième phase, Axel. Et troisième phase, Attila. Ensuite. Le Dien Coup 5, donc c'est cette zone administrative, a 4 provinces, donc le Phuyen, le Binh, le Quang Ngai et le Quang Nam. C'est administré par les Viet Minh depuis 1945, il y a 2 millions d'habitants. Ensuite. Les deux autorités qui vont s'affronter, le général de Beaufort, qui commande l'opération Atlante, il dispose donc en gros, en lancement de l'opération, de 25 000 hommes. Et en face, le colonel Nguyen Thi Am, qui lui a 4 bataillons de choc, 4 bataillons réguliers et un bataillon régional. On démarre à 2 contre 1. Les grandes unités, je vous mets par exemple la structure du groupement mobile numéro 10, donc le colonel d'Erville, 5000 combattants, avec des unités que je pense que les troupes de marine connaissent, donc le GACML, et puis le BM3 AOF que l'on trouve ici. Voilà. Le problème, c'est que la force de bataille Viet Minh, eh bien, elle aussi, elle a son plan d'opération, donc 30 000 combattants au total. On continue, s'il vous plaît. Et son plan d'opération, eh bien, c'est d'attaquer sur les plateaux, sur un axe Ban Met Luot, Kontum, et de descendre sur Saigon, pratiquement. Et donc, c'est ni plus ni moins la campagne Viet Cong qui aboutira à la chute de Saigon. Voilà. Donc, dès 1954, eh bien, c'était la campagne printemps-été Viet Minh. Donc si vous vous souvenez bien du départ, les corps expéditionnaires ont poussé vers le haut et les effets vont se croiser parce que les autres sont sur le territoire. Ça va bien se passer. Ouais. Alors on démarre, effectivement, ça se passe bien, on s'empare de toutes les zones. Pour le GM10, tout ça, ça va bien. La suivante, s'il vous plaît. La surzone, eh bien, comme tout est détruit, je vous ai parlé des bombardements américains, etc., qui avaient tapé cette zone, eh bien, les progressions sont très compliquées et tout est piégé. On continue. Donc ça
génie vietnamien qui rétablit les axes, on continue. Ici, vous voyez le visage de cet homme avec l'attention, parce qu'en fait, il faut bien regarder ici. Là, vous avez des flèches, et la flèche a percé la chaussure, a percé le pied également, avec le problème évidemment du poison, etc. Ce sont des zones qui sont totalement piégées. Je pense que ceux qui ont fait l'Indochine, ça leur rappellera des souvenirs. Donc, on a énormément de blessés. Continuons. Voilà. On a deux groupements mobiles, 41 et 42 montagnards, qui eux poursuivent là-dessus, et puis le ciseau se font bien. On continue. Et pratiquement en fin d'arrêtuse, on arrive avec groupement mobile 41, 42, 11 et 21 qui sont ici. Donc ce sont des groupements mobiles vietnamiens. Et puis les deux groupements mobiles français, le GM100 dont on parlera et le GM10 qui est ici. Ça, voilà, c'est la fin de la première phase de l'attente. Ce qui nous permet de déclencher le deuxième débarquement. Le premier était à Tibewa, le deuxième est à Cunion. 13 mars 54, pour ceux qui ont des souvenirs, 13 mars 54, c'est le début de l'assaut sur Dien Bien Phu. C'est pour ça qu'en haut, je vous ai mis un petit créneau sur la partie de Dien Bien Phu, parce que Atlante est avant, pendant et après Dien Bien Phu. Voilà. Donc, une belle armada qui s'empare de Cunion, avec l'appui du GM10 et la jonction, allez-y. Des unités particulières, dont on pourrait parler si vous voulez dans les questions, groupement amphibie numéro 1, qui est la base de crabe et alligator, et puis les TDKQ 503 qui est ici, on voit la base logistique W qui se met là, et les commandos marines évidemment qui débarquent aussi. Voilà. Donc ça c'est le débarquement Axel, on est le 13 mars 54, vous voyez, je vous parlais de l'alligator qui est ici. Voilà. Voilà. Donc si vous voulez, ça marche bien au point de vue militaire. Maintenant, ça nous permet de faire un focus sur l'action civile. Parce que, une fois les zones libérées, eh bien, on met en place l'administration vietnamienne. Alors, dans le sillage de la conquête militaire, l'administration civile se déploie, et pour exercer son autorité, le gouvernement dispose de 3 unités de types différents. La garde civile, et les commandos de police, et les GAMO. Garde civile, eh bien, comme son nom l'indique, ça sert à garder. Et ça, si vous passez à côté de la garde, de toute façon, ça ne marchera pas. Commandos de police, c'est eux qui sont chargés de quadriller, de perquisitionner et d'interroger les gens. C'est pas ce qu'on fait en Algérie. Et en Algérie, on demande de faire ça aux militaires. Là, ce sont les commandos de police. Donc c'est un métier d'interrogateur. Et après, vous avez les GAMO. Alors les GAMO, c'est un groupe mobile administratif opérationnel. Et ces GAMO, si vous voulez, ils ont une partie, donc vous voyez, inspecteur, identificateur, agent, commando de police, agent administratif, et puis vous avez on dirait aujourd'hui maintenant une task force administrative qui consiste à aller récupérer les gens, les recenser, les ramener chez eux, les soigner, leur apporter assistance, etc. Les GAMO, c'est excessivement important, parce qu'ils étaient formés avant. Et on avait une école de formation des GAMO. Donc les gens avaient une formation d'à peu près 1 an. Donc vous saviez qui vous lâchiez. Et, parce qu'il y a une grande autonomie. Ça a tellement bien marché, Atlante, qu'on a fait appel à l'encadrement de l'école de formation de GAMO pour armer le 10e GAMO. Et après, il n'y a plus de formation. Et les GAMO suivants qu'on a engagés, eh bien, se sont servis sur le terrain. Se sont livrés à des trafics. Et j'ai eu, si vous voulez, des échanges de correspondance entre le patron de l'opération et le général Navarre pour dire qu'on a mis en place un système pire que le Viet Minh pour mettre cette population en coupe réglée. Donc c'est excessivement important, cette formation des cadres administratifs que l'on engage. Voilà. Alors, les limites de la pacification, il faut se poser la question, parce que la pacification dresse deux administrations l'une contre l'autre, dans un environnement où 2 armées se disputent la stabilité. Il s'agit pour l'État de puiser dans ses racines historiques et culturelles pour montrer sa légitimité. Il doit alors défendre les symboles structurants de la société qu'il administre. Là, on a un bel exemple avec le regard admiratif de ce jeune vers le drapeau de son pays. À l'opposé, le révolutionnaire lui crée une nouvelle légitimité à travers la geste qu'il est en train d'écrire. Un des arguments qu'avance le révolutionnaire est qu'il représente la légitimité du peuple et que son adversaire n'est qu'un régime fantoche, telle une marionnette mise en place par l'ennemi pour donner le change. Expression cruelle, mais lourde de sens qui a lié le gouvernement sud-vietnamien durant la guerre du Vietnam. Cette limite est pour nous toujours d'actualité, car nous savons que si les autorités politiques que nous soutenons passent pour des fantoches,
alors nous construisons notre action sur du sable. Et ça marque notre action au Mali, par exemple aujourd'hui, où nous devons toujours respecter la crédibilité du pouvoir politique qui est en place. Ne surtout pas en faire un régime fantoche. La pacification est donc un mode d'action très lourd de sens. Je vous ai dit qu'il allait avec une certaine irréversibilité. Par ailleurs, il puise dans les racines profondes qui structurent une société. Il faut alors se poser la question de savoir ce que l'on peut faire de plus après la pacification et quelle est l'option qui reste si elle échoue. Eh bien, l'histoire nous montre que malheureusement, il n'y en a qu'une seule, c'est la guerre civile. Le corollaire à cette question est de savoir si des guerres civiles auraient pu être évitées avec des opérations de pacification mieux préparées et moins improvisées. Voilà. Et ça, pour nous, cadres d'actifs engagés dans les opérations, c'est une réalité quotidienne. Voilà. Ensuite, synchroniser les actions militaires et civiles. Depuis la guerre d'Indochine, les armées sont adaptées à ce type de conflit, plaçant la population civile au cœur des enjeux. Les armées ont développé des actions d'interface permettant de se rendre supportables, voire désirables, par des actions concrètes qui agissent sur le quotidien des populations, comme la construction d'un puits, d'un marché, d'un terrain de sport, etc. C'est ce que nous appelons les actions civilo-militaires, CIMIC, qui révèlent d'un bureau à part entière de l'état-major, le J9. Mais nous demeurons au mieux dans la coordination des actions. C'est-à-dire qu'on s'assure qu'il n'y a ni incohérence ni interférence. La synchronisation, c'est différent. Elle suppose qu'il y ait une complémentarité dans le temps. L'action de l'un étant le préalable de l'action de l'autre. Je vais vous donner un exemple précis en revenant sur l'opération Attente. Les provinces qui avaient échappé à l'autorité Dong Viet Minh 1945 vivaient en autarcie, après avoir appliqué un certain nombre de réformes révolutionnaires. Nous avons vu qu'il y avait une levée en masse, une administration, une réforme agraire et une monnaie particulière. Que faire de cette monnaie? Il a alors été décidé de l'attaquer sur un plan financier et monétaire, de la déprécier, d'agir sur le taux de change pour inciter la population à s'en défaire, plutôt que de l'interdire a priori. Cette opération particulière n'a pu se déclencher qu'une fois les conditions sécuritaires remplies. C'est un exemple de chose qui a fonctionné. À l'opposé, la même opération Atlante nous fournit un très bel exemple de dysfonctionnement, par défaut de coordination entre autorités civiles et militaires. Sur les territoires reconquis, ces deux autorités décident de recruter localement des auxiliaires pour assurer la garde des lieux à défendre. Les civils mobilisent la garde civile, les militaires les forces supplétives. Or, les volontaires se font rares. Les autorités civiles décident alors d'augmenter la rémunération, ils obtiennent leurs effectifs, au détriment des militaires, qui sont payés moins, qui eux ne recrutent pas. Or, ce sont les militaires qui disposent de l'armement et des munitions. Donc, en pleine opération, on est arrivé à la situation d'avoir des gardes civiles non armés et des dépôts militaires sans soldats. Il a fallu l'intervention du gouverneur de la province pour mettre fin à ce gâchis épouvantable. De nos jours, certaines opérations fonctionnent avec un volet civil et un volet militaire, notamment celle de l'ONU, où nous avons le Head of Mission et puis le Force Commander, qui répondent aux deux sphères des Nations Unies. Or, sachez que même avec ce système-là, la coordination sur le terrain est bien délicate et nous sommes bien loin de pouvoir synchroniser les actions. Voilà. Alors ensuite, on va détailler un petit point, c'est la bataille des effectifs. La bataille des effectifs, allez-y, eh bien, là, on est sur, grosso modo, les effectifs que nous avons en 1954. Donc vous voyez que le barycentre des forces, il se situe largement au nord. Donc vous avez 280 000 combattants Viet Minh au nord, 70 000 coulis, 10 000, après 45 000, etc. On arrive grosso modo à 1 million d'hommes qui se font face à face. Bon, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que de toute façon, jamais le corps expéditionnaire, sans les forces armées en jaune, sans les forces armées vietnamiennes, aurait pu battre le Viet Minh. Donc ceux qui pensaient qu'on aurait pu faire mieux, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'à partir du moment où on associe le vietnamien à l'armée et à la reconquête, il faut l'associer pour quelque chose. On ne peut pas l'associer que pour être supplétif. Sinon, ça ne marche pas. Alors, ce problème des effectifs, eh bien, si vous voulez, on va passer sur une deuxième zone un peu plus conceptuelle. C'est le besoin que vous allez avoir dans le temps. Donc là, vous allez avoir vos effectifs, et là, vous allez avoir le temps. Voilà. Et plus vous allez conquérir un gros territoire, plus vous allez avoir besoin de bonheur. La clique suivante. Et on arrive très rapidement à deux limites.
la limite dont vous avez besoin. Le chef de l'opération, il se dit, moi j'ai besoin de tout ça comme chef, comme personne. Il dit, si je suis en dessous de tout ça, je ne saurais pas faire. Et puis, si on en a encore moins, ça ne sert à rien d'essayer, on va être ridicule. On clique. Donc en gros, le chef de l'échelon supérieur, il va vous donner uniquement ça pour remplir votre mission. Il vous manque tout le reste. Alors comment on fait? La clic suivant. On va partir sur la mobilisation locale. Donc ça, c'est des supplétifs qu'on va obtenir à travers le choc psychologique de la conquête. Et ces gens-là, ils vont nous faire confiance. Et c'est grâce à eux qu'on va monter, qu'on va rejoindre nos effectifs. Bon, mais l'ennemi, lui, il n'est pas fou, il dit. Eh bien, lui, il va augmenter le besoin, c'est-à-dire qu'il va vous attaquer vraiment plus loin. Donc, votre limite du besoin, elle ne fait qu'augmenter. Il va démoraliser les gens. Vous allez perdre l'image de marque, et donc les gens ne vont plus venir. Il va compliquer tout ce qui est la mise à disposition. Et puis, en fait, il va vous user la guerre. Voilà, la clique suivante. La problématique tourne autour de la population apte. Qu'est-ce qu'on fait de la population apte? Est-ce qu'elle part dans les forces civiles? Est-ce qu'elle part dans les forces supplétives? Est-ce qu'elle part dans les supplétifs militaires? Est-ce qu'elle part dans les forces armées? Est-ce qu'on en fait des prisonniers internes militaires? Est-ce qu'on en fait des prisonniers de guerre, etc. Tout ça, c'est assez compliqué à faire. Ok. Alors, sur ces effectifs, on sait aussi un petit peu une chose qu'on peut voir, c'est que ces effectifs-là, les TDKQ, ils ont été engagés après un an de service. Un an de service, ils ont pris le début de l'opération, ils ont flanché après. Ces effectifs-là, c'est des groupements montagnards, ils avaient 3 ans de service, ils ont tenu le choc. Donc, une armée que vous avez qui a moins d'1 an d'ancienneté, elle ne tiendra pas. Deuxième remarque. Nous sommes là sur les groupements mobiles vietnamiens. Et en fait, en France, on pense que la cohésion nationale se fait dans l'armée. Et donc il est normal qu'un Vendéen accepte d'aller mourir pour quelques kilomètres carrés en Alsace. La France fonctionne comme ça. Donc on a imposé ce modèle-là. Et là, vous avez par exemple un bataillon de Cochin chinois catholique, celui-là. Eh bien, on l'a engagé dans les plateaux. Celui-là, il a explosé. Il a disparu. Parce que c'est pas sa zone, parce que c'est pas son engagement, etc., etc. Là où les Français se sont trompés, c'est d'avoir voulu imposer un modèle occidental à un pays asiatique. Parce que les Français ne voulaient pas d'armée régionale. Or, les Asiatiques voulaient une armée régionale. Donc ça, c'est aussi intéressant pour nous de ne pas appliquer nos schémas et nos modes de référence. Dissymétrie de la guerre, c'est un point que je vais rapidement traiter. On en parle de la dissymétrie de la guerre, si vous voulez, c'est très à la mode le terme. Le style général de la guerre, tout d'abord. Dans une interview accordée au journaliste David Schonbrun en septembre 1946, Ho Chi Minh déclara « Oui, nous allons devoir nous battre. Ce sera une guerre entre un tigre et un éléphant. Et lentement, l'éléphant mourra d'épuisement et d'hémorragie. Voilà ce que sera la guerre d'Indochine. » Pour ceux qui l'ont faite, vision prophétique. Et dans le style de la guerre, si vous voulez, déjà, ce sont 2 guerres très différentes. Le corps expéditionnaire, on a fondé notre action sur la puissance de feu, en allant chercher le Viet Minh, en cherchant à l'aimanter autour de nos zones fortes. Le Viet Minh l'a fait différemment. Mais cette dissymétrie de la guerre, elle n'est pas forcément là où on pense. Et je pense que le Viet Minh avait beaucoup plus d'avantages que nous. Le premier, il possède un projet politique cohérent, qui n'a jamais changé entre 1945 et 1954. L'indépendance du Vietnam et la réunion des 3 Qui. Nous avons vu pour sa part, la France s'est un peu cherchée dans la période. Pour le Viet Minh, c'est la même équipe politique, c'est le même tandem, Ho Chi Minh, Giap, qui fonctionne admirablement, qui gère toute la guerre. Quand en face, vous avez 17 gouvernements qui se succèdent et une dizaine de commandants en chef. Decoux, Leclerc, Valluy, Blaiseau, Carpentier, Delattre, Salan, Navarre et Ly. Un point important sur le respect des lois de la guerre.
Alors, respect des lois de la guerre d'un côté, guerre révolutionnaire de l'autre, dans laquelle l'assassinat politique est un mode d'action parfaitement admis. Alors, comment voulez-vous bâtir une administration de qualité si les meilleurs agents sont régulièrement et systématiquement assassinés? L'engagement de la population. Lorsqu'on fait un tableau des rôles, on met des unités et puis on voit que vous allez faire cette mission-là. Mais le Viet Minh, il a un tableau des rôles avec la population. La population, elle va renseigner, elle va recueillir, elle va porter la log, etc. Vous enlevez les 70 000 coulis que le Viet Minh a réquisitionnés lors de Dien Bien Phu, ils ne tiennent pas Dien Bien Phu. Et donc c'est parce que le révolutionnaire va se servir, mais d'une façon, je dirais, libre dans la population, ce que ne fait pas le corps expéditionnaire. Nous, on reste dans nos lois. Dissymétrie également sur les alliés. L'allié chinois a été fidèle au Viet Minh. L'assaut sur le camp de Dien Bien Phu aurait dû démarrer en février. Et quand les conseillers chinois sont passés, ils leur ont dit « Vous n'êtes pas prêts, il vous manque un élément important ». Et ce sont les Chinois qui, en un mois, ont fourni des unités de DCA qui ont empêché à l'aviation française d'agir comme il était prévu qu'elle agisse sur Dien Bien Phu. Autre dissymétrie entre le Viet Minh et le Français. L'allié américain. Le général Ely part négocier l'engagement américain à travers le plan Vautour. Vautour qui doit engager les bombardiers lourds américains aux périphéries de Dien Bien Phu. On s'engage pour ça. Et au moment où il a fallu y aller, Churchill a dit aux Américains, si vous voulez la Troisième Guerre mondiale pour les Français, allez-y. Et donc ils ne sont pas intervenus. Donc la fidélité aussi des Alliés était un petit peu différente. Après, un point très particulier, c'est sur le respect des droits de la guerre et ses implications tactiques. Alors on pourrait se dire, le Viet Minh, il a beau jeu parce qu'il n'est pas gêné par les lois de la guerre. Or nous allons nous y engager. Nous allons les respecter. Les jus in bello, pour nous, c'est très très important. Mais je crois que ça nous protège. Je crois que ça nous protège parce qu'on sait très bien que nous n'avons aucune victoire possible si nous transgressons les lois et la façon de faire la guerre qui sous-tendent nos sociétés. Une bataille gagnée militairement en Algérie nous fait perdre une guerre en 62, et cette image, je dirais, qui est très préjudiciable en 62, l'est encore aujourd'hui, et 50 ans après, met toujours le gouvernement français dans l'embarras. Je veux dire que pour nos démocraties occidentales, de toute façon, ça, c'est pas négociable. On doit respecter les lois de la guerre, on les encadre dans des règles d'engagement, et de toute façon, ce sont des règles d'engagement qui nous protègent. Et pourquoi en plus elles nous protègent? Parce qu'on ne crée rien de durable et de grand fondé sur la terreur. La terreur ne fait qu'engendrer la réaction, la résistance et la contre-terreur. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'unités qui, en pacification, génèrent elles-mêmes leur opposition par leur prudence, par leur action. Ça, on pourra en parler. Pour couper dans les virages, parce que l'heure tourne, quelques interactions. Interaction entre le militaire et le politique. Interaction sur le militaire qui fait trop de politique. Allons-y. Le général Navarre. Le général Navarre, il est mis en place en 1953 pour appliquer le plan Navarre. Le plan Navarre prévoit en 1954 de faire effort au sud du 16e parallèle, en 1955 de faire effort au nord du 16e parallèle et d'arriver à des conditions de paix acceptables, à des conditions de négociation acceptables. Avec le plan Navarre, en arrière-plan, l'Union française. Et l'Union française, c'est notre matrice de décolonisation. Or, le général Navarre, en fin 1953, Laos et Cambodge adhèrent à l'Union française et pas le Vietnam. Le général Navarre se retrouve donc à se dire, alors je suis en train de faire au sud, effort au sud du 16e parallèle avec le Vietnam qui adhère pas à l'Union française, et Laos et Cambodge qui adhèrent sont attaqués par Diap, et je ne les défends pas. Pas possible. Je les défends, et le moins mauvais endroit pour couper l'attaque, c'est par ici, c'est sur Dien Bien Phu. Le raisonnement politique se tient. Le seul problème, c'est qu'il n'a rien demandé à personne. Or, il y avait une chose qui avait changé, c'était la fin de la guerre de Corée. Et à la fin de la guerre de Corée, eh bien, il y allait y avoir une conférence internationale pour régler et la Corée
et l'Indochine en 1954. Donc ce que ne savait pas Navarre, c'est que, eh bien, le chrono 55, ça n'existerait pas, et que la bataille à laquelle il s'opposait, qui était pour lui une petite bataille, eh bien, deviendrait la bataille majeure. Et ça, il ne le savait pas parce qu'il a gardé à lui, il a gardé à son niveau une décision politique, je pense, qui n'était pas de son niveau. L'inverse. Allons-y sur l'interférence politique. Voilà. Le GM100. GM100 a la particularité d'avoir les deux bataillons de l'ONU, qui sont les bataillons de Corée. On continue. Ils sont engagés dans l'Atlante, et la fin d'Atlante, si vous voulez, on s'est arrêté tout à l'heure, on était en mars, là on arrive en mai et en juin, et vous voyez que la situation a complètement dégénéré. Et les GM100 se trouvent à Hanké, ici. Dien Bien Phu se passe, c'est un camp retranché à Hanké. Le gouvernement prend peur et donne l'ordre de désengager le GM100. Et donc, alors qu'il était tranquillement installé en position défensive, eh bien, il se retrouve à devoir évoluer sur la RC-19, et là, il est détruit. Même chose, le gouvernement prend peur, enfin, l'autorité politique prend peur de toute cette poche et demande la rétraction du dispositif sur des môles défensifs. Et là, on lâche le terrain et on revient dans des môles défensifs, et c'est un carnage. Donc on a encaissé 2 défaites majeures sur l'opération Atlante à cause de l'interférence du politique dans l'affaire militaire. Voilà. Ça, ce sont des documents, des données pour nous, si vous voulez, qui sont importantes, pour ne pas qu'on se laisse déborder par ce genre de choses. Ensuite, continuer. Voilà. Après, je vais dérouler sur très rapidement sur des documents qui sont encore d'actualité. Allez-y. Bon, la guerre d'Indochine, c'est une guerre qui est interarmée. Vous avez de l'infanterie, vous avez de l'aviation, vous avez de la cavalerie, ça marchait, c'était très fluide. Ça marchait, voilà. On fait pareil. Là, nos commandes. Ensuite, ça, vous voyez, l'amphibie. L'amphibie, eh bien, on a fait de très grandes choses avec des matériels totalement baroques, issus des surplus américains, qui ont permis de mener des combats extraordinaires. Cette capacité d'innovation que l'on a toujours. Ensuite, l'utilisation des avions légers, évidemment, en tant que patron de la LAT, je ne peux pas ne pas vous parler des avions légers. C'est guider des feux d'artillerie, c'est permettre cette fluidité de ce qui va vite, de la chasse et de l'aviation sur le terrain. C'est fait par tous ces observateurs, ce sont nos grands ancêtres. On a continué beaucoup plus loin ce que nos anciens en Indochine avaient découvert. Protection des convois. La protection des convois, je vous ai parlé de la RC4 qui s'est mal passé, je vous ai parlé du GM100 qui s'était mal passé. Lorsqu'il a fallu désengager nos FOB, donc nos points défensifs en Afghanistan, on avait tenu la dragée haute aux talibans pendant des années, et on allait se désengager sur des axes. Donc si vous voulez, l'historien militaire sait très bien qu'on se mettait tous en danger. Donc nous avons augmenté notre capacité en Tigre, et on a mis en place un système d'escorte offensive des convois. Donc c'est-à-dire que les talibans n'ont jamais pu s'approcher des axes en Afghanistan, parce qu'on savait qu'ils chercheraient à le faire, et que ça serait la mort de nos hommes. Donc on s'est énormément battu pour ça, et on a gagné. Et je dois vous dire que cet enracinement dans les tactiques de la guerre d'Indochine ont des effets réels dans la façon dont on mène nos combats aujourd'hui. Voilà. Alors, en conclusion, eh bien, on pourrait encore parler bien longtemps de cette guerre, tant elle nous concerne, nous militaires français d'aujourd'hui. Je vous disais en introduction qu'elle me semble être le reflet d'une histoire d'amour contrariée. Les Français y ont mis tout leur cœur, et je retiens une boutade d'un livre vietnamien décrivant les différentes périodes que le Vietnam a connues après la Seconde Guerre mondiale. D'abord sont venus les Français, qui avaient du cœur, mais n'avaient pas d'argent. Puis les Américains, qui avaient de l'argent, mais n'avaient pas de cœur. Et enfin les Russes, qui n'avaient ni l'un ni l'autre. Je prends ça pour un compliment pour notre pays. L'histoire retient au moins qu'avant tout, c'est le cœur qui a porté nos aînés à tout risquer dans cette aventure. Et nous a coûté bien cher. De septembre 1945 à juillet 1954, de l'ordre de 500 000 hommes et femmes furent affectés successivement aux forces françaises d'Extrême-Orient. Au total, dans le camp opposé aux Viet Minh, toutes catégories confondues, on dénombre 107 000 tués et 123 000 blessés.
18 000 Français, 8 200 Nord-Africains, 3 000 Africains, 9 000 légionnaires, 45 000 partisans supplétifs et réguliers indo-chinois, 2 000 maquis GCMA, 17 000 armées nationales. Ajoutons 20 000 disparus, déserteurs, prisonniers, etc. En face, je n'ai pas de chiffres consolidés, mais un rapport de 1 à 10 ne serait pas déraisonnable. Quel gâchis! Si on s'estime que cette guerre aurait pu être évitée. C'est l'avis du général Leclerc, le chef militaire, qui n'était pas celui de l'amiral d'Argentlieu, responsable de la conduite politique. La responsabilité de la guerre se situe bien dans le camp du politique, qui est le seul à pouvoir décider, lorsqu'on se situe sur le point d'aiguillage de l'histoire, de la voie que prendra la nation, celle de la guerre ou celle de la paix. Quand on décide de faire la guerre, il n'y a pas d'autre option que de la gagner. Sinon, il ne faut surtout pas la faire. Les guerres menées mollement sont de réelles calamités. Pour gagner la guerre, il faut disposer de moyens concrets, effectifs suffisants, organisant une unité robuste et entraînée, maîtrisant des tactiques adaptées, équipés de matériel nécessaire et de réseaux permettant l'accès aux informations utiles. Or, le commandant en chef en Indochine a toujours manqué d'effectifs. C'est le leitmotiv de cette guerre. Mais la guerre ne se gagne pas uniquement sur les données matérielles permettant de résoudre favorablement un rapport de force mathématique. D'autres paramètres entrent en ligne de compte. Il y a bien sûr les forces morales et la volonté de se battre et de dominer l'ennemi. Il y a l'intelligence qui permet de trouver l'action qui affaiblira réellement l'ennemi. Il y a l'audace qui permet de surprendre l'ennemi, de reprendre l'initiative. L'exploitation de la bataille de Dien Bien Phu nous montre également que les chiffres ne font pas tout et que parfois il faut totalement changer de registre pour atteindre ses fins. À l'issue de la bataille, les pertes françaises s'élèvent à pratiquement 15 000 hommes, c'est-à-dire environ 5% du corps expéditionnaire. Et ces 5% ont suffi pour faire basculer la guerre et transformer l'épopée française en une amère défaite. Mais juste après Dien Bien Phu, s'ouvre la conférence de Genève, dominée à mon sens par la personnalité de Pierre Mendès France. Avec des données de départ faibles, il est parvenu à obtenir un résultat qui allait au-delà de toute espérance, puisque l'accord final entérine une ligne de séparation sur le 17e parallèle, alors que les négociations avaient débuté sur le 14e parallèle. Si le politique ouvre la guerre, c'est donc également lui qui la referme, en ayant parfois la capacité de renverser ou de perdre bien des choses. La suite de l'histoire le confirme, car la conférence de Genève prévoyait une réunification après les élections, disposition qui fut refusée par le gouvernement vietnamien, non signataire des accords. Si le Viet Minh nous a battus militairement, le gouvernement Diem du Sud-Vietnam se chargea de nous faire quitter le pays et d'effacer l'empreinte française, notamment sur l'armée que le corps expéditionnaire avait aidé à construire. La grande perdante de la guerre d'Indochine est pour moi l'Union française, qui après Dien Bien Phu n'avait plus aucune crédibilité. Elle aurait pourtant pu être un cadre de décolonisation permettant de créer un Commonwealth à la française. Mais il ne faut pas céder à la mode de l'Uchronie, qui consiste à réécrire l'histoire à partir d'un point d'inflexion. Que se serait-il passé si l'opération Léa, lancée après le coup de force Viet Minh, avait tué Giap et Ho Chi Minh? Que se serait-il passé si la France avait gagné à Dien Bien Phu? Il existe des communautés sur Internet qui se plaisent à écrire une histoire différente. Sans aller jusque-là, je pense qu'il est intéressant pour les jeunes générations de se pencher sur l'histoire, pour comprendre le passé, sans l'enjoliver, et en tirer des enseignements utiles pour éviter de tomber dans les mêmes pièges. Sur ce plan-là, j'espère vous avoir convaincu que la guerre d'Indochine est une véritable mine d'or pour les chercheurs. Quant à l'année 54, elle est une année terrible pour la France, puisqu'au moment où se termine la guerre d'Indochine, débute la guerre d'Algérie, avec comme point de départ historique ce que l'on retiendra comme la Toussaint Rouge. Les journaux de marche et d'opération des unités sont saisissants, car en tournant au sens propre la page de la guerre d'Indochine, vous tombez sur la première page de la guerre d'Algérie, ce qui explique bien des choses. Mais ceci est une autre histoire, et je vous remercie de votre attention. Maintenant, si vous avez encore le temps, on peut échanger. Je suis désolé d'avoir été un peu lent, mais je suis un peu passionné, comme vous l'avez remarqué. Voilà. Donc, si quelqu'un souhaite prendre la parole, j'accours vers vous. Une question? Oui, moi je souhaiterais savoir si le politique français avait clairement désigné l'ennemi à partir de 1946, ou est-ce que, effectivement,
comme on peut dire quelquefois de nos jours, l'ennemi n'est pas clairement désigné. On peut se rappeler qu'en 1946, on a quand même des communistes au gouvernement. Il faut se rappeler qu'on a échappé de peu à la guerre civile face au FTP, etc. Et qu'on est dans ce contexte qui est quand même très clivant, comme on dit de nos jours. Je ne sais pas si en 1946 on avait vraiment des ennemis. Et c'était un petit peu ce que pensait Leclerc quand il est arrivé en Indochine, c'est que la page de l'Union indo-chinoise, la page de la France telle qu'on l'avait connue avant la guerre, avait été tournée. Et comme il fallait bâtir autre chose. Et le problème, c'est que ceux qui ont été aux commandes, eh bien, ont appliqué des décisions qui datent de 1943, des décisions théoriques de principe, souveraineté, etc., et qui a eu une application en force. Je pense qu'à partir du moment où on démarre une guerre, alors après, effectivement, on génère son ennemi. Parce que quand on tue quelqu'un à la guerre, il faut toujours se poser la question, combien vont maintenant se lever pour le venger, et pendant combien de temps? Et après, on a démarré le cycle, et effectivement, on est parti en guerre contre le Vietnam. Guerre cruelle, c'est à dessein que je vous ai dit que c'était l'histoire d'amour contrarié. Voilà. Mais c'est une question compliquée que vous m'avez posée. Pas de question? Si. Mon général, d'abord, merci. Donc, je ne suis pas un grand spécialiste des opérations militaires, mais ce qui me surprend, c'est quand même la guerre des postes, qui conduit finalement à vouloir tenir un terrain à partir de points, des abcès de fixation. Qui, avec le recul, évidemment, paraît une erreur grossière, parce que finalement, ça revient un peu à un concept médiéval, même des châteaux à droite et à gauche, alors que la guerre, c'est le mouvement. Donc, c'était une différence d'effectif, il y a plus généré. Alors, en fait, vous avez deux guerres qui se sont superposées. Vous avez la guerre classique, corps de bataille contre corps de bataille, où là, effectivement, il faut concentrer les moyens, il faut coincer l'autre sur un champ de bataille et le détruire avec son artillerie. Et après, vous avez la guérilla, la guerre des postes, où vous devez protéger la population. Alors, les postes, déjà, vous devez protéger tous les symboles administratifs. Après, vous devez protéger l'activité économique, les marchés, les flux de personnes, les flux de matériel. Vous devez protéger la récolte. Quand on rentrait dans la récolte, le papier, etc., ça a de la valeur. Et si vous ne protégez pas ça, eh bien, l'ennemi, il va affamer la population, il va l'empêcher d'avoir accès à ce dont elle a besoin, et donc vous placez vos postes aux endroits névralgiques. Ces endroits névralgiques, eh bien, c'est souvent le long des axes, c'est protéger une zone, et c'est un endroit où vous allez pouvoir avoir des vues. Parce que dans le poste, vous avez l'artillerie. Et l'artillerie, elle va permettre de rayonner. Et, je vous ai montré l'image du poste de Deomang. Deomang était sur le RC-19, et si vous voulez, c'est celui qui est juste après Anke. Et quand il avait une particularité, ce poste, c'est qu'il avait un canon de 155. Donc quand j'avais interviewé les anciens qui avaient servi à Deomang, ils m'ont dit, on avait ce canon de 155, et donc ça porte loin. De toute façon, on s'en est pratiquement jamais servi. Parce que le matin, il y avait toujours une brume. Et donc, on était au-dessus de la brume, de toute façon, on ne voyait rien. Voilà. Et puis un jour, il y a eu une anomalie climatique, il n'y a pas eu la brume. Et alors là, devant nous, il y en avait partout. Une zone qui était habituellement, quand la brume se levait, il n'y avait plus une activité. Là, ça s'est levé à une mauvaise heure, et il y avait des trafics, etc. Ils m'ont dit, là, le 155, il a sacrément tiré. Voilà. Alors après le poste, il a été pris. Mais on était sûr de nous, parce que jamais le Viet Minh pourrait enlever le canon de 155. Donc, voilà. Le poste a été pris, le canon 155 a été largement enlevé, ne vous inquiétez pas, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire qui est capable de faire quelque chose. Voilà. Mais si vous voulez, cette guerre de poste, eh bien, et après, eh bien, un poste va s'appuyer avec un autre poste. Et donc, ils ont des canons courts,
et puis après vous en avez un peu en arrière qui lui a un canon à longue portée et qui va coiffer la partie des autres postes. Donc, oui, on réinvente la guerre médiévale. Oui. Oui, oui, on est obligé, parce que l'homme a toujours besoin de se nourrir, il a besoin d'échanger, et il a besoin surtout de se protéger. Ce qui fait qu'une guerre de pacification, ça coûte énormément de vie. En général, lors des guerres asymétriques, la population, comme vous l'avez démontré, apparaît souvent comme le centre de gravité. Lors de la guerre d'Algérie, le FLN avait acquis la population à elle, essentiellement pour lever de la terreur. Est-ce qu'on peut dire la même chose, ou est-ce que pour le Viet Minh, c'était autre chose? Ils l'ont acquis par l'amitié ou par la terreur? Alors il y a un peu de tout. Ce dont on s'est rendu compte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que lorsque le mécanisme de l'indépendance était fait, les populations après effectivement voulaient leur indépendance. Et donc, arriver avec un retour en arrière, en disant non, l'indépendance, vous n'avez pas compris, il n'y aura pas d'indépendance, etc., c'était se mettre contre soi, de toute façon, toute une partie de la population. Et sur une partie agissait par la terreur. Après, vous savez que l'Indochine, il y avait des sectes, il y avait une petite armée, et puis vous avez le problème des catholiques, un problème, et qui ont également un positionnement par rapport au Viet Minh, aux marxistes, qui est également différent. On a ce qui est expliqué à la fin de la guerre, eh bien, le déplacement des catholiques plutôt vers le sud. Après, c'est, je dirais, tout entre en ligne de compte, mais je pense qu'au fur et à mesure que le Viet Minh écrivait sa geste révolutionnaire, eh bien, on a eu du mal à faire écrire la contre-geste d'un gouvernement vietnamien libre, souverain et attractif. Et quand j'ai parlé de l'expression des gouvernements fantoches, on a eu du mal à ne pas faire de ce gouvernement vietnamien un gouvernement fantoche. Et ça sera encore plus vrai après avec le Sud-Vietnam. C'était pas perdu d'avance. Voilà. Après, il faut avoir un modèle qui soit excessivement attractif. Et après, il y a eu évidemment la dynamique. Si Mao n'avait pas gagné en Chine, ça aurait changé énormément de choses. Mais après, il y a effectivement ce vent de l'histoire qui semblait souffler vers les indépendances et vers le communisme. Donc il faut se remettre à cette époque-là. Ça aurait été très très dur d'avoir un contre-projet politique suffisamment attractif pour que ça fonctionne bien. On l'a fait sur les forces armées vietnamiennes. Donc les gens qui étaient avec nous ont été d'excellents soldats, ils y ont cru, ils ont payé le prix du sang, et je dois témoigner que c'était une très belle armée, l'armée vietnamienne, avec des maillons assez fragiles, les plus jeunes, des calculs un peu fragiles, mais les autres, c'est une belle armée. Voilà, et ils ont fait une belle guerre, mais c'était l'armée. Je ne sais pas si la société adhérait comme ça. Et quand je vous ai dit qu'on avait des ennemis, des adversaires, eh bien, la classe politique vietnamienne a bien été l'adversaire de la France au moment de cette guerre. Et les victimes étaient son ennemi. Oui. Ah, c'est moi qui fais le... Oui, hein, vous me l'avez traité. En général, dans la ville affectée à l'école d'infanterie, je vous pose une question, déjà merci pour cette intervention, qui, pareil, à propos de la population, lors de la guerre d'Indochine, la situation s'est recrutée, comme disait un Vietnamien, afin à côté. Est-ce qu'aujourd'hui, ça aurait un intérêt tactique de faire la même chose dans les opérations actuelles, et quelle influence ça aurait en phase de stabilisation Alors, merci. C'est effectivement ce qu'on fait. Quand on s'est désengagé d'Afghanistan, c'est parce que l'armée nationale afghane devait prendre le relais. Les combats que nous menons aujourd'hui au Mali, nous sommes engagés en appui des forces armées maliennes. Si vous voulez, moi, toute mon énergie consiste à donner suffisamment de puissance et de crédibilité à cette armée malienne qui doit reprendre le relais.
Donc nous, on assure le premier choc, c'est-à-dire que l'armée française se déploie et arrête l'ennemi. Après, il y a la montée en puissance. La montée en puissance, je vous ai dit, d'après ce que j'ai sorti de la guerre d'Indochine, si vous n'avez pas une armée qui a plus de 3 ans d'ancienneté, vous n'allez pas tenir le choc dans la durée. Donc ces armées qui ont cette montée en puissance, elles ont 1 an, elles sont belles, elles ont l'ordre serré, elles sont magnifiques, etc. Personnellement, on va le combat avec, mais j'y vais avec beaucoup de prudence. C'est-à-dire que je sais qu'elles ne vont pas tenir dans le doute comme les autres. Je vais vous donner un exemple précis. Les télécalculs qu'on a engagés dans l'Atlante, donc il y en avait un particulier, eh bien, il était marqué par une unité régionale Viet Minh. Et quand il se déplaçait, l'unité se déplaçait avec. Et avec les haut-parleurs, les Viet Minh évaluaient et donnaient des notes à l'encadrement. Donc aujourd'hui c'est bien, vous avez mis du temps à sortir, ben, c'est très bien si vous commencez à comprendre que vous servez contre le peuple et que vous ne devez pas aider les Français et vous êtes en train de prendre conscience de la manipulation dont vous êtes victime, etc. Et ils ont marqué, si vous voulez, cette unité, tout le monde, qui a eu ces satisfecit de la part de l'ennemi jusqu'à ce qu'elle explose. Je vous ai parlé du ADO-MAN, du 17e BVN, le bataillon vietnamien qui était catholique. Et ce bataillon, il a disparu en une nuit. Un bataillon entier. Voilà. Le matin, quand on est arrivé, il n'y a plus de bataillon. C'est quand même gênant. Mais lui était marqué, etc. Vous êtes des cochins chinois, vous n'avez rien à faire en Annam. C'est pas votre pays. Vous êtes dans les plateaux, c'est pas votre pays. Et le problème, c'est que l'Indochine, on se dit, le Vietnam, on dit c'est le Vietnam. Mais non, le Vietnam, vous avez des Moy, vous savez, au nord, etc. Entre Moy et Vietnamiens, ils ne s'entendent pas du tout. Entre cochins chinois et Annamites, pareil, Tonkinois. Donc c'est une mosaïque. Et tout ça, en fait, ben, ce qui fait que ça n'a pas forcément tenu. Et je vous dis, 3 ans de guerre, 3 ans d'entraînement, on pourra aller à la guerre. Maintenant, ça veut dire qu'en 3 ans, vous avez pu tester les choses. Alors en 1954, on a une période, je vous ai montré l'armée vietnamienne comme elle progresse, on a eu ce qu'on appelle le jaunissement. Et le jaunissement, ça consistait à mélanger pratiquement au niveau compagnie des compagnies du corps expéditionnaire français avec des compagnies vietnamiennes. Je vous ai cité la première Saint-Barthélemy du 9 mars 1945. Je vous ai cité la deuxième Saint-Barthélemy de décembre 1946. Le politique français était persuadé qu'on aurait une troisième Saint-Barthélemy avec le soulèvement de l'armée vietnamienne contre l'armée française avant de rejoindre les camps vietnamiens. Et ça, c'est rentré dans la psychologie des gouvernants, des chefs politiques français après Dien Bien Phu. Et cette période entre la chute du camp de Dien Phu, donc en mai 1954, jusqu'au cessez-le-feu qui est en juillet, le politique dit vous regroupez les unités françaises. Parce que je vous ai montré, vous avez vu comme ils étaient toutes seules un petit peu au nord, les 2 unités françaises. Vous les regroupez, vous ne le dites surtout pas aux Vietnamiens, mais vous les séparez. Et ça, si vous voulez, ça devient, après, quand on est en train de se désimbriquer et qu'on est en train de regarder son fer d'armes d'hier en se disant tu vas te retourner contre moi pour sauver ta vie vis-à-vis du Viet Minh qui est facilement gagné, ça devient excessivement inconfortable. Et donc ça, si vous voulez, c'est une ligne évidemment qu'on garde. C'est dans notre histoire militaire, ça rentre dans notre ADN. C'est pas dit que ça appartienne au passé. Hein. Voilà. Donc mon lieutenant, intéressez-vous à l'histoire militaire. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Merci. J'aurais une question, sachant qu'il y avait des conseillers américains, surtout qu'on va avancer dans la guerre. Est-ce que les États-Unis ont tiré des leçons de la campagne française ou est-ce que pendant leur guerre à eux, ils sont partis un peu plus de zéro sans véritablement prendre au sérieux ce que nous avions pu faire? Merci pour cette très bonne question. Déjà, il y a quelque chose d'assez saisissant, c'est que ce que je vous ai très rapidement montré pour Atlante, Pleiku, Bat Methuot, etc., c'est la guerre du Vietnam.
Donc de toute façon, toute la zone d'attente, on est sur la guerre du Vietnam. Et tout ce qui va être enlevé par les Français en termes d'infrastructure de combat Viet-Minh ne sera pas utilisé par le Viet-Cong plus tard. Vous savez, la piste Ho Chi Minh, elle est un peu après, etc., etc. Donc effectivement, vous avez une... Quand le GM100 est mort, donc sur l'RC-19 en juin 1954, après a été fait un monument. Eh bien, vous avez des soldats américains qui sont morts au pied de ce monument dans les mêmes embuscades que celles que les Français ont connues en 1954. Donc si vous voulez, il y a une certaine rémanence, parce que entre les Vietcong, etc., c'était la même zone. Eux, ils ont bien transmis toutes les données, hein, puisqu'ils étaient chez eux. Hein, le Dien Khu 5 et dans ce qu'on appelait après le Sud-Vietnam. Donc ils connaissaient parfaitement cette zone. Les Américains, après, sont arrivés sur une autre logique. Alors donc le SAM, il est arrivé, d'abord conseiller militaire, etc. Et puis après, il a engagé des choses innovantes que nous, on n'aurait jamais pu faire. Les hélicoptères. Les hélicoptères, moi j'en commande 300, donc c'est tous ceux dans notre terre. Les Américains en ont perdu 4000 pendant la guerre du Vietnam. Donc si vous voulez, on n'est absolument pas sur la même logique. Voilà. Alors, nous, les hélicoptères ne servaient pas du tout à la même chose que les Américains. Donc ils ont innové. Je pense que sur les dinosaures, etc., l'utilisation des fleuves, l'utilisation de l'amphibie, etc., on sait à le retrouver. Et après, il y a la façon de faire la guerre. C'est-à-dire que nous, il fallait rallier la population. C'était notre cœur. Je ne crois pas que les Américains aient brillé par cette envie de rallier la population à eux. Ils sont venus la protéger, ils sont venus aider le gouvernement vietnamien. Mais cet attachement charnel consistant à rallier la population, je ne pense pas qu'il ait eu. Quand bien même, quand après vous détaillez ce qu'on a fait, avec quoi on a rallié Dynamite pour lui dire n'aie pas peur, la France et l'Union française t'accueillent, les gentils, etc. Régiment de tirailleurs tunisien, régiment de tirailleurs algérien, BM3AOF, c'est-à-dire des gens qui ne parlent pas la même langue, qui ne parlent pas la même religion, qui n'ont pas la même culture, etc. Je vous assure qu'il faut aussi lire un petit peu entre les lignes de ce qu'on a fait. Où on dit que la France est géniale dans le rapport à la population, etc., etc., quand vous avez un œil critique aussi sur la réalité de ce qu'on a pu faire, la théorie est belle, la pratique était peut-être un petit peu différente. Je ne sais pas si dans la salle certains ont participé à cette guerre. Non. Okay. Indochine. Oui, mais il était au Tonkin, il m'a dit. Il m'a dit qu'il était au Tonkin. Oui. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Voilà. Écoutez, merci de cet échange. Moi, je suis heureux pour cette partie de notre histoire. Voilà. Et heureux d'avoir vu que vous vous y intéressiez. Pour moi, c'est important. Et je pense heureux que nous ayons pu dire que non seulement nous, on s'y intéresse, mais en plus, on se sert des enseignements qui ont été acquis avec tant de sacrifices par nos anciens. Voilà. Donc merci pour cette